Donc tous les deux, on fait partie de l'association des shifters. Vous avez probablement entendu parler de la grande sœur de cette association qui s'appelle le Shift Project. Pour bien distinguer les deux, le Shift Project, c'est un think tank, donc c'est des experts qui vont rédiger des rapports sur la décarbonation de l'économie. Et nous, les shifters, on est des bénévoles qui faisons de la vulgarisation scientifique et on est aussi très actifs auprès des professionnels. On organise beaucoup d'événements, on a un podcast, voilà, on est la partie bénévole du Shift Project. Donc cette conférence, elle va reprendre un petit peu faire l'état des lieux de l'impact du changement climatique actuel sur la santé. Ensuite, on va voir pourquoi il est nécessaire de s'adapter à ce changement climatique. Et puis ensuite, ça va nous présenter l'empreinte carbone du secteur de la santé telle que mesurée dans le rapport du Shift Project. Et puis ensuite, on va voir quelques actions concrètes qu'on peut mener pour décarboner le secteur de la santé. Donc très rapidement, en fait, on va pas beaucoup aborder ce sujet-là pendant la conférence, mais gardez en tête que le secteur de la santé, comme tous les secteurs de notre économie, sont en fait très dépendants des énergies fossiles. Et les énergies fossiles, il y a deux gros problèmes qu'elles posent. C'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est que d'une part, elles émettent des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Donc on va pas revenir sur ce mécanisme de gaz à effet de serre, mais voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre. Et sinon, on vous invite à faire une fresque du climat pour bien comprendre le mécanisme du changement climatique actuel. Et le deuxième problème des énergies fossiles, c'est que ce ne sont pas des énergies renouvelables et qu'il va arriver un moment où il y en aura de moins en moins. Et en plus, ce n'est pas des énergies qu'on produit chez nous en Europe, donc on va être dépendant des importations et ça pose des problèmes d'indépendance stratégique qui vont être très impactants puisqu'on a basé toute notre économie, dont notre système de santé, dessus. Ça c'est plus développé dans une autre conférence qui est un peu plus longue. Aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur le changement climatique et l'empreinte carbone du système de santé. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Bastien pour vous présenter les conséquences du réchauffement climatique sur la santé. Voilà, donc effectivement, on va nous se concentrer un peu là-dessus. Alors, on va commencer par une petite question. Alors, on va tester, voir si ça fonctionne. Comme on ne vous voit pas, on n'a pas forcément de retour. On va vous poser une petite question avant d'introduire et de commencer à donner la réponse. Est-ce que vous observez déjà les effets du réchauffement climatique dans votre activité, dans l'hôpital, un peu dans la vie de tous les jours? Alors, peut-être c'est plus facilement de le voir l'été, mais on peut le voir aussi à d'autres saisons. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui pourraient potentiellement impacter votre activité? Vous me dites si le micro passe. Bien sûr. Oui, bonjour pour un néophyte, peut-être certaines maladies qui apparaissent, qui n'existaient pas ou qui étaient moins importantes auparavant. Et donc, ça a un impact sur la prise en charge des patients. Bonne réponse. Est-ce que vous en voyez d'autres? La multiplication des canicules et du coup l'impact sur les personnes fragiles et peut-être les personnes âgées en particulier. Et du coup, qui va effectivement être corrélé avec aussi plus d'hospitalisation et de traitement de patients à des moments un peu critiques. Mais ça, on va en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent un petit peu? Non, on n'a pas d'autres remarques. Ça marche. Merci de me dire, parce que sinon, bon, je ne vais pas attendre 10 minutes. Mais... alors, du coup, effectivement, la canicule, c'est un sujet auquel on a tendance à penser rapidement et à raison, puisque c'est une des conséquences les plus visuelles qu'on peut avoir, et surtout, nous, qui va différer de la normale.
Donc sans rentrer forcément trop dans les détails, mais en fait, voilà, le changement climatique va forcément impliquer plus de canicules. Alors, on peut voir là, du coup, sur le graphique de gauche qu'il va y avoir une augmentation en fréquence, donc en fonction des scénarios de réchauffement. Mais quel que soit le scénario, on va avoir une augmentation effectivement du nombre de canicules et également de leur intensité. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire plus chaud plus souvent et aussi plus longtemps. Donc ça va avoir des conséquences qui sont, comme on l'a dit, hein, qui sont assez évidentes. C'est que dans nos pays, plus qu'en plus dans des pays moins développés, c'est qu'on est plus sensible finalement, de manière relative, à ce risque de canicule, puisqu'on a des climats qui sont un peu plus stables et on est moins habitué à ces variations. Et donc on va avoir une population à risque qui va augmenter en volume, et donc derrière, le système de santé va devoir traiter ça. Pour mettre un peu en perspective les canicules, puisque maintenant c'est quelque chose qu'on a plus ou moins tous les ans, qui rentre plutôt dans presque dans la banalité finalement, mais en fait ça a des conséquences graves sur le système de santé. Donc on voit sur cette courbe qui paraît un peu barbare, mais qui finalement n'est pas si compliquée que ça, c'est en fait on va retrouver les courbes de mortalité par an depuis une vingtaine d'années. Et ce qu'on va voir, ce qui va nous intéresser, c'est les pics de mortalité. Parce que les pics de mortalité, c'est aussi des pics de traitement et des pics de fonctionnement du système de santé. Et ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est que vous voyez en rouge ici, sur la gauche, avec écrit 1er avril 2020, c'est le pic de la première vague du Covid. Et donc, voilà, on voit que ça a été on sait, ça a été important en termes de traitement. Et en fait, ce qui apparaît également, c'est ici en jaune à droite, c'est la canicule de 2003, dont on se rappelle probablement un peu partout. Et en fait, on s'aperçoit qu'on était, on a eu plus de patients à traiter sur un plus court instant. Mais voilà, ça met nos établissements en tension de manière très critique, et voilà, plus de canicules, donc ça ne va pas aller en s'améliorant. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est le risque relatif en fonction de la température. Là, on voit sur les deux graphes de gauche, on a en haut Taïwan et en bas Berlin. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le risque relatif n'est pas le même en fonction de la ville, de la localisation. C'est-à-dire que nous, c'est ce que je disais un peu avant, on est plus dépendant, enfin on est moins préparé à des variations de température que dans des pays où effectivement ils ont plus l'habitude quand la température monte, de par notre préparation, de par même notre système, de par nos infrastructures. Donc ça, c'est un risque supplémentaire qu'il nous faut absolument anticiper. Une des choses à laquelle on pense souvent, c'est les incendies et les feux de forêt. Alors, on est beaucoup tourné autour de l'été, hein, mais c'est vrai que c'est souvent assez important. Sur ce graphe, on voit les incendies qu'il y a eu au Canada en 2023, et en fait, les nuages de fumée sont arrivés jusqu'en Europe. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi on en parle? Eh bien, parce que ces nuages de feux de forêt transportent des particules fines, et ces particules fines ont des impacts sur la santé. Autre exemple ici, c'est lors des incendies qu'il y a eu dans les Landes en 2022. En fait, pendant ces incendies, on a vu un pic de particules fines à plusieurs stations, donc à la station de Poitiers, donc plus proche du lieu d'incendie. Et en fait, on est allé jusqu'à Rennes, et là, jusqu'à Rennes, on a vu cette augmentation du taux de particules fines. Donc c'est pas forcément un effet qui est que localisé, ça peut aussi aller plus loin, jusqu'à des centaines de kilomètres. Et donc, associé à ces particules fines, on sait qu'il y a un risque accentué de mortalité pour différentes causes, mais aussi pour des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires. Et donc, voilà, que c'est corrélé directement. Donc c'est un risque que, pareil, il nous faut prendre en compte. Il va y avoir plus de canicules, plus de sécheresse, plus de feux de forêt aussi. Donc, voilà, c'est aussi également un point de vigilance pour nous. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous avez parlé des nouvelles maladies. Donc, ce qu'on observe effectivement, c'est qu'il y a des déplacements de vecteurs. Ici, sur cette carte, vous voyez les départements où le moustique tigre est installé au 1er janvier 2023. Donc, le moustique tigre, avant, c'était une espèce qui était plutôt dans le sud de la France, et on voit qu'il a déjà beaucoup remonté. Et c'est une espèce de moustique, comme vous le savez, qui peut transporter
beaucoup de maladies, en particulier des arboviroses, donc comme la dengue par exemple. Et d'ailleurs, l'automne dernier, on a eu en Île-de-France le premier cas autochtone de dengue. Donc c'est vraiment effectivement des maladies qui sont en train de remonter à nos latitudes. Quand on pense réchauffement climatique, on pense canicule, on pense forêt, on pense chaleur. Souvent, on oublie qu'il y a aussi plus de précipitations. En fait, quand le climat se réchauffe, le cycle de l'eau est activé, donc il y a plus d'eau qui s'évapore et donc forcément plus d'eau qui précipite. Donc en fait, ça fait qu'il y aura des endroits qui vont s'assécher, notamment le bassin méditerranéen, et qu'à l'inverse, il y a des endroits justement un peu plus au nord de l'Europe qui, eux, vont au contraire subir plus de précipitations avec des risques d'inondation. Donc les inondations, ça commence à nous toucher particulièrement en ce moment en France, hein. Vous avez entendu parler du Nord-Pas-de-Calais qui s'est fait inonder. Et en fait, donc ça va amener des conséquences sanitaires parce que les gens vont se faire inonder. Donc ça, voilà, il y a tout un cortège de conséquences sanitaires à ça. Et un hôpital peut se faire inonder aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a la santé des gens et puis il y a les infrastructures de santé qui peuvent aussi être victimes des conséquences du changement climatique. Donc le pendant des inondations, c'est les sécheresses. Vous savez qu'on a eu un été particulièrement sec en 2022 et qu'il y a plusieurs communes en France qui ont dû être approvisionnées en camions-citernes parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les nappes phréatiques. Malheureusement, ça c'est aussi un phénomène qui va augmenter à la fois en fréquence et en intensité. Et le gros problème des sécheresses, notamment, c'est les pertes agricoles. Donc ici, vous avez un graphique qui reprend les événements de perte de production alimentaire. Donc la taille de la bulle est proportionnelle à l'intensité de la perte de production alimentaire. Et quand les bulles elles sont colorées, c'est que elles sont liées au changement climatique. Donc en jaune, c'est des épisodes de sécheresse et en bleu, c'est des autres facteurs climatiques qui peuvent être des incendies, des inondations. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces événements-là, ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et ça peut entraîner évidemment une instabilité sociétale, même au niveau mondial. Il faut garder en tête que ça peut aussi provoquer des vagues migratoires, etc. Donc, en résumé, il y a encore beaucoup de conséquences du changement climatique qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder aujourd'hui. Mais globalement, voilà, on va vivre dans un monde un peu plus instable puisque toute notre société est basée sur le fait qu'on vit dans un climat stable. C'est ça qui nous a permis de développer l'agriculture, de nous sédentariser, etc. Et donc maintenant, le fondement de nos modes de vie est en train de se déstabiliser. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de tensions. On peut parler aussi des effets psychiatriques du changement climatique. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais le changement climatique, c'est quelque chose qui va profondément déstabiliser nos modes de vie, notre organisation sociale et qui va avoir des impacts sur la santé. Donc, en tant que soignant, c'est un sujet auquel on doit s'intéresser. Donc, ce changement climatique, il est en cours. Quoi qu'on fasse dans les prochaines années, on en voit déjà les conséquences. Après, évidemment, plus on arrive à le mitiguer et moins les conséquences seront graves, mais les conséquences, elles sont déjà là, elles seront là de toute façon. Donc, il y a une nécessité de nous adapter à vivre dans ce climat changeant et en particulier pour les activités de la santé. On va voir avec Bastien comment est-ce qu'on peut s'adapter. Alors, voilà, donc effectivement, je vais pas rentrer trop dans le détail de comment on peut s'adapter, mais il y a quand même certains concepts qu'on veut faire passer qui nous semblent importants justement pour anticiper la suite. Ça va être le concept de résilience. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce graphe. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand on va faire face à une crise, on va gérer la crise sur l'instant T, sur le très court terme, et après il va y avoir les conséquences de la crise et comment on va se relever après cette crise. Donc le meilleur exemple qu'on peut avoir ces dernières années, c'est le Covid. C'est-à-dire qu'on avait un système qui était à un certain niveau, qu'on va dire de normal,
mais aussi un peu sous stress. Et en fait, la crise est arrivée. Maintenant, comment on se relève, comment on utilise cette expérience. Et donc, c'est pour ça que nous, cette notion de résilience, elle est importante, parce qu'en fait, en fonction de notre niveau de préparation à cette crise et à ce choc qui va arriver à un moment, on se retrouve à déjà gérer de manière un peu mieux la crise, donc, puisque forcément, on va avoir une baisse un peu de performance et d'efficacité de nos établissements. Mais c'est surtout comment on fait pour après remonter et pouvoir gérer la crise suivante, puisque finalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc ça, c'est un point qui est important. Donc on a fait un premier constat en début de présentation, sur lequel on aurait pu parler pendant des heures. Mais voilà, le constat, il est là, c'est qu'il va y avoir un changement, on le sait, et il va y avoir des chocs, il va y avoir des crises ponctuelles qui vont mettre le système fortement en tension. Et donc ce qui est important, c'est de s'y préparer et de pouvoir anticiper pour que nos systèmes fonctionnent après cette crise et continuent à fonctionner. Pour aider un peu, puisque finalement c'était très théorique sur la partie d'avant, l'OMS a mis par exemple en place, a publié un guide pour aider à la résilience des établissements de santé, et ils ont mis 4 points un peu critiques qu'il faut surveiller. Donc c'est le personnel de santé en premier, les ressources humaines. Effectivement, si le personnel est déjà en stress et en tension, comme on a pu le voir, on va gérer la crise d'une manière un peu plus compliquée, et puis comme ça a été le cas. Ensuite, tout ce qui va être aussi autour des ressources, donc autour de l'eau, de l'hygiène, les déchets, autour de l'énergie, effectivement, l'approvisionnement en énergie, le fait que nos systèmes tournent, et puis nos infrastructures, nos approvisionnements. Voilà, tout ça, c'est ce qui fait que notre établissement de santé va continuer à fonctionner, et c'est des choses, si on y a bien fait attention, et qui fait qu'on va pouvoir tenir la crise et continuer à fonctionner correctement après, et également s'améliorer, puisque c'est aussi l'objectif. Donc, pour ça, de manière plus locale, puisque là, voilà, on a vu encore très théorique, en fait, ce que nous aussi, on préconise, c'est déjà d'identifier quels sont les risques. On a parlé un peu plus tôt des risques, ce n'est pas les mêmes en fonction des secteurs, en fonction des régions. Donc, ce qui est important, c'est déjà d'identifier ces risques. Est-ce qu'on est au bord d'un fleuve qui a des chances d'inonder? Est-ce qu'on est au milieu d'une forêt? Est-ce qu'on est dans une zone plutôt chaude en France? Voilà, aujourd'hui, la cartographie des risques climatiques, on sait à peu près comment ça évolue dans les régions. Et donc, quels sont les risques associés? Est-ce que s'il y a de l'inondation et que mon hôpital est sur une île, je me retrouve isolé? Est-ce que voilà, c'est des choses qu'il faut anticiper pour savoir comment on va fonctionner en cas de crise. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la prévention, on anticipe, on fait de la planification. On se prépare, en fait. C'est un peu ce qu'on préconise pour ces questions-là, qui vont être très, très critiques dans les années qui viennent. Et donc, je vous repose une question, maintenant que j'espère que le concept de résilience est un peu plus clair, associé justement à la gestion du climat. Est-ce que vous avez déjà entamé, on en entendait un peu parler au début, mais effectivement des actions pour être plus résilient en termes d'adaptation? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez anticipées pour pouvoir gérer potentiellement une crise en lien avec le climat? Et là, je vous redonne la parole dans la salle. Oui, bonjour, Laurent Boulin. Ce qui est fait comme travail en ce moment sur les établissements de santé au CHU, mais aussi sur les établissements publics du Loiret, c'est notamment sur la chaleur estivale. Les établissements essaient de s'adapter à ça. Alors, ça peut être des climatisations, mais on travaille aussi sur l'isolation, l'amélioration de l'isolation, éviter les apports de soleil trop forts côté sud, ouest, ainsi de suite. Donc, il y a une réflexion, il y a des travaux qui sont faits. C'est pas encore... c'est loin d'être optimum, mais ça y réfléchit fort et des actions sont menées de toute manière. D'accord. Il y a d'autres mains levées qu'on ne voit pas? Oui, rebonjour. Dans les établissements, effectivement, quand il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits, il y a maintenant systématiquement un volet développement durable pour que, en termes d'isolation, etc., ça puisse être pris en compte, ce qui n'était pas encore le cas. Il y a des bâtiments il y a 10-15 ans. Maintenant, les nouveaux bâtiments intègrent cette dimension. Et puis pour le personnel, effectivement,
de plus en plus, nos plans de formation vont devoir prendre en compte cette dimension également. Oui, c'est important parce que nous, on a vu le personnel et forcément faire partie des éléments les plus touchés hein, en cas de crise, comme ça a été le cas. Donc, très bonne remarque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, une autre remarque aussi. Quand, par exemple, il y a un pic d'ozone ou de particules dans l'air, il y a des systèmes de prévention maintenant qui sont mis en place, là, notamment à Orléans, l'IGER, qui va prévenir les personnes asthmatiques qui sont en lien grâce à des SMS et qui, du coup, on leur préconise de moins sortir. Bien sûr, pour les ados qui sont asthmatiques, d'éviter de faire du sport. Voilà, donc il y a une prévention qui se construit, qui n'est pas optimum, mais qui se construit. Très bien. On va voir que la prévention, c'est un point aussi important de notre présentation, donc c'est bien qu'on l'ait abordé. Si c'est bon de votre côté, on continue? On n'a pas d'autres remarques. Parfait. Bon, bah, je vais continuer alors et on va parler maintenant un peu des émissions de gaz à effet de serre. On va rentrer un peu dans les chiffres et un peu dans le dur finalement, puisqu'on a parlé d'adaptation. Maintenant, on va aussi parler un peu d'atténuation et on va voir que ce qu'on veut, c'est effectivement diminuer les risques associés au changement climatique qui va arriver d'une manière ou d'une autre et d'une intensité variable en fonction de ce qu'on va faire. Mais ce qu'on veut aussi réduire l'impact. Parce que comme Bérénice l'a dit au départ, notre système est dépendant des énergies fossiles et dépendant de toutes ces énergies. Et en fait, ces énergies vont avoir un impact sur le climat. Et on se retrouve dans un secteur un peu particulier, c'est-à-dire que notre secteur contribue à l'augmentation à l'augmentation du changement climatique et en même temps est impacté par le changement climatique par les conséquences qu'on a pu voir précédemment. Donc c'est un peu le secteur, le serpent qui se mord la queue. Et nous, ce qu'on veut, c'est agir sur les deux points, donc l'adaptation dont j'ai un peu parlé, et aussi l'atténuation. Donc pour l'atténuation, ce qu'on veut savoir tout d'abord, c'est où sont les émissions. Puisque si on veut réduire nos émissions de manière importante, il faut d'abord qu'on priorise et effectivement identifier les postes les plus importants. Donc là, on va parler un petit peu du rapport du Shift sur le climat, enfin sur la santé qui est sorti en 2023, sur le deuxième rapport qui est sorti en 2023, et vous montrer un peu comment les conclusions de ce rapport et tout ce qui a été fait autour de ça. Donc déjà, la première conclusion, c'est que les émissions du secteur de la santé représentent pratiquement à peu près 8% des émissions françaises. 8%, c'est énorme. Donc, c'est un secteur qui a été beaucoup sous-estimé de par son activité qui n'était pas forcément une activité économique. Et en fait, qui a quand même un impact vraiment non négligeable. Donc, ce que le Shift a fait, c'est regarder le secteur dans son ensemble, en regardant les hôpitaux, le médico-social, la médecine de ville, les laboratoires, et a un peu fait un état des lieux des émissions de tous ces sous-secteurs du vaste secteur, mais également tout ce qui est autour des administrations, etc. Et donc, les conclusions de ce secteur, enfin de ce rapport, quelles sont-elles? Est-ce que déjà vous avez une petite idée des différents postes qu'on va retrouver? Et évidemment, la question qu'on va poser, c'est le plus important, ou au moins les deux plus importants. Est-ce qu'il y en a qui veulent se tenter à essayer de deviner le plus important? Je suis extérieur au monde de la santé, mais on va dire un des postes qui peut être important, c'est tout ce qui est achat d'équipements de pointe pour toute l'analyse médicale et puis les opérations, la chirurgie, etc. Peut-être, les achats. Oui. Effectivement, c'est vrai que le poste le plus important, alors les dispositifs médicaux, alors je vais passer, on va pas faire la devinette trop longtemps, mais voilà, je vous donne le résultat rapidement. Le premier poste, en fait, c'est ça, c'est l'achat de dispositifs médicaux, mais aussi des médicaments. En fait, tout ce qu'on a pour faire, on va dire, la matière première de notre activité finalement, donc les médicaments, les dispositifs médicaux, tout ça, c'est quasiment 50% des émissions du secteur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve à avoir
des dispositifs et des médicaments qui sont pour la plupart importés, qui sont produits dans des pays qui sont souvent plus carbonés que la France, qui ont une industrie qui est très lourde, et puis qui ont des process de production qui sont complexes, qui vont produire les molécules de médicaments. C'est des procédés qui sont très complexes et qui peuvent passer par différentes usines, etc. En ajoutant à ça aussi également le transport. Donc en fait, on se retrouve à avoir vraiment une industrie de production qui est très lourde en impact. Et c'est pas forcément. Alors bon là c'est très bien, on est tombé directement sur le bon résultat, mais souvent on a aussi en tête d'avoir les émissions des infrastructures. Alors pour ceux qui sont peut-être un peu qui ont déjà entendu ces notions-là, on va parler de scope 1, 2 et 3 avec les émissions directes et les émissions indirectes. Et là les médicaments c'est plutôt des émissions indirectes. Les émissions directes ça va être aussi tout ce qui va être la consommation d'énergie, d'électricité. Qu'on va avoir directement sur nos lieux, mais qui finalement n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est presque nos approvisionnements. On a également la question du transport, avec le transport des visiteurs et des patients qui vont venir pour la plupart du temps sur les lieux pour se faire soigner. Donc ça, c'est également un enjeu. Le transport des professionnels, puisque pareil, il faut qu'ils viennent pour venir travailler à l'hôpital, mais également tout ce qui va être médecine de ville et déplacement vers les patients. On a la question de l'alimentation. L'hôpital et la santé de manière générale est un secteur qui mange beaucoup et qui doit parfois aussi surestimer ses consommations de nourriture en fonction des pathologies, des hospitalisations, parce qu'on veut que les gens mangent. Et généralement, on évite de leur donner moins que ce qu'ils devraient avoir, mais on se retrouve parfois à avoir des deltas entre les deux. Donc voilà, c'est des postes qui sont importants et sur lesquels il va falloir agir. Et donc, le Shift, au-delà d'avoir fait ce travail de calcul, a également fait des préconisations sur les différents postes pour réduire notre empreinte carbone à l'échelle du secteur de la santé. Alors, on va avoir tout un panel d'actions qui vont être très orientées sur les postes que je vous ai donnés avant. Le transport, ça va être d'électrifier, de mutualiser les transports. L'alimentation, ça va être se diriger vers une alimentation moins carbonée. Les bâtiments, ça va être effectivement, comme a été dit un peu avant à Orléans, c'est d'isoler, de diminuer les consommations. Enfin voilà, il y a tout un panel d'actions qu'on va dire plus pratico-pratiques. Et il va y avoir un autre niveau d'action, puisque ça va vous permettre de réduire de 25%, 27% nos émissions. Mais derrière, il va en rester quand même 75% à diminuer. Et là, on va passer par un autre système qui va devoir donc s'attaquer au scope 3, on va dire des approvisionnements. Donc, c'est améliorer les approvisionnements de médicaments, de dispositifs médicaux, avoir du réutilisable aussi, et je ne rentre pas dans le détail. Et puis, on va avoir la question de la prévention, dont on parlera un peu plus après, qui va nous permettre de gratter un peu plus les pourcentages restants. Et pour finir sur cette partie carbone, on utilise beaucoup l'exemple du CH de Niort, qui est un précurseur sur cette question, qui a réalisé donc le bilan carbone de son établissement en 2009. Donc ça commence un peu à dater, ça fait 15 ans. Le scope 3, c'est quelque chose qu'on fait depuis seulement quelques années quand on le fait dans nos établissements, parce que c'est un travail qui est assez lourd et qui demande de regarder des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de regarder. Et donc grâce à ça, à ce travail qui a été fait suffisamment tôt, et ils ont pu diminuer assez rapidement et de manière assez importante leur empreinte carbone. Donc ça fonctionne, ça ne les a pas empêchés de fonctionner, ça continue justement à optimiser leur fonctionnement, et ça va aussi les rendre plus résilients parce que c'est des choses qui sont anticipées et dont on a besoin d'aller. Donc je vais laisser la parole à Bérénice maintenant. Merci. Oui, donc comme a dit Bastien, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour réduire notre impact carbone. En fait, ce qu'on vise, c'est une réduction de 80% pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Vous savez que c'est les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement et aussi qui sont en accord avec les accords de Paris. Donc le Shift Project a chiffré tout ça, et comme Bastien a expliqué, en fait, il y a des mesures qui sont propres à
a l'organisation, l'administration, donc c'est tout ce qui va être transport, isolation des bâtiments, électrification de la flotte de véhicules, changement de l'alimentation pour une alimentation plus végétale qui va être du coup beaucoup moins carbonée. Et il y a aussi des mesures qui vont vraiment être faites par les soignants sur le changement des pratiques de soins. Donc en fait, tout le monde a un rôle à jouer dans cette histoire et il faut vraiment qu'on arrive collectivement à se mobiliser. Et donc là, on va faire le point sur quelques mesures à privilégier qui vont être plutôt axées sur la partie des soignants, parce que c'est la partie qui est un peu plus compliquée à changer. Isoler des bâtiments, c'est quelque chose qui est compliqué, hein, qui est compliqué à financer, etc. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire. Changer nos pratiques de soins, ça demande un peu plus de concertation pluridisciplinaire et de réflexion. Donc, on va plutôt s'axer sur ça. Et surtout que, comme l'a dit Bastien, les deux gros postes, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc ça, c'est vraiment à la main de nos équipes soignantes, en fait, de voir comment est-ce qu'on peut essayer de diminuer l'impact de ces deux principaux postes. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y a des mesures qui sont co-bénéfiques. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois un bénéfice climat et à la fois un bénéfice santé. En fait, ça, c'est pas très étonnant parce que pour vivre, on a besoin de tout l'écosystème dans lequel on puise nos ressources énergétiques, etc. Donc, en fait, c'est assez logique de se dire que si on vit dans un environnement sain, en fait, on est en meilleure santé. Et du coup, par exemple, le fait de manger moins de viande, on sait que ça diminue beaucoup les gaz à effet de serre. La viande et même plus généralement tous les produits d'origine animale, c'est 50% de l'empreinte carbone de notre alimentation, donc c'est vraiment pas négligeable. Et en fait, en diminuant ces produits, on diminue non seulement les gaz à effet de serre, mais aussi on diminue par exemple les risques cardiovasculaires et les risques de cancer, en particulier les cancers coliques. Si on utilise des mobilités douces, donc marche à pied, vélo, on diminue les gaz à effet de serre, on diminue la pollution de l'air et le bruit, la pollution sonore, qui est aussi un impact non négligeable sur la santé, bien qu'il soit difficile à évaluer. Enfin voilà, on a beaucoup de mesures comme ça, on ne va pas les citer tous. Bon, ça, c'est les 4 principales, hein, moins d'automédication, moins de climatisation. On l'a vu pendant le Covid. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de mesures que vous pouvez aborder dans le sens de on va vers une meilleure santé et qui vont en fait avoir un impact aussi positif sur le climat et plus généralement sur la nature. Autre chose qui est important, c'est, on l'a un petit peu abordé, c'est de faire de la prévention. En fait, donc ici sur le camembert de gauche, vous voyez les déterminants de santé. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être dans un certain état de santé. Donc finalement, on se rend compte que la génétique, elle impacte à peu près 15% l'état de santé des gens. Les soins, c'est finalement pas tant que ça. C'est aussi 15%. Et le gros, ça va être tout ce qui est comportement individuel, environnement et contexte socio-économique. Et finalement, dans le budget de santé annuel de la France, on investit énormément dans les soins, alors même qu'en fait, ils ne sont pas un déterminant majeur de l'état de santé de la population. Et là où on pourrait peut-être plus investir, et pour l'instant on n'investit que 2%, c'est dans la prévention qui, elle, va plutôt viser les comportements individuels, l'environnement et le contexte socio-économique, dont on sait qu'il est plus important en fait pour déterminer l'état de santé des individus. Autre chose qu'il est possible de faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le graphique de Bastien, quand on voyait l'empreinte carbone du système de santé, on voyait que d'ici à 2050, il y allait avoir une croissance des émissions si on ne fait rien. Et ça, c'est dû à la fois à l'évolution des besoins, donc il y a une population qui vieillit, qui a besoin de plus de soins, et aussi on élargit l'accès aux soins, donc ça c'est quand même plutôt quelque chose je pense, de souhaitable. Mais il y a aussi une croissance de cette
cette consommation de soins qui est due à des dysfonctionnements. Donc ça va être toutes les investigations qui ne sont pas forcément indiquées et tous les traitements évitables. Donc l'idée, c'est bien sûr, on ne peut pas élargir l'accès aux soins, c'est quand même quelque chose qu'on souhaite en général, donc ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut rogner. En revanche, il y a des investigations, des traitements qu'on peut diminuer. Je suis biologiste, donc je prends toujours l'exemple des examens d'hémostase. Il y a énormément de bilans sanguins, de bilans de coagulation faits sous anticoagulants, en particulier sous AOD. Ça, c'est typiquement un exemple de choses qu'on peut facilement enlever sans que ça impacte la qualité de la prise en charge des patients. Et donc justement, concrètement, donc là on a pris l'exemple des soins intensifs, mais en fait c'est quelque chose qui est généralisable à tous les services. Donc on va avoir quelques exemples d'actions qui peuvent avoir un impact positif sur l'empreinte carbone. Ça c'est une étude qui est sortie maintenant il y a quelques années, qui a essayé de quantifier l'empreinte carbone associée aux différentes étapes de fabrication de la morphine injectable. Et en fait, pour aller vite, aller droit au but, en fait, on voit que les 2/3 de l'empreinte carbone sont dus à la stérilisation et au packaging stérile. Donc en fait, ça suppose que si on passait plutôt à une forme non stérile, donc pas injectable, on pourrait gagner énormément en carbone. Et ça, le relais IV/PEROS, c'est quelque chose qui est assez important et qui peut être fait dans beaucoup de contextes. Vous savez mieux que moi, mais il y a énormément de molécules qui ont une biodisponibilité orale qui est très élevée et pour lesquelles faire rapidement, dès que c'est possible, un relais PEROS, ça a beaucoup d'avantages et aussi des avantages économiques. Donc la direction de l'hôpital sera contente aussi. Mais voilà, c'est quelque chose peut-être qu'il faut réfléchir dans une concertation pluridisciplinaire, pourquoi pas avec la pharmacie, pourquoi pas essayer de créer des alertes pour tous les renouvellements de prescription et de demander un relais PEROS quand c'est possible. On parle aussi beaucoup des gaz anesthésiants. Donc les gaz anesthésiants, pour le coup, c'est pas du carbone, c'est d'autres gaz, mais ils ont aussi un pouvoir réchauffant. Donc c'est des gaz à effet de serre aussi. Donc il y a l'exemple du protoxyde d'azote qui est 298 fois plus réchauffant que le CO2. Donc ça, par exemple, le CH de Toulon a réussi à éliminer l'utilisation du protoxyde d'azote en faisant tout simplement une évaluation des consommations, une concertation. Ils ont fait un test pendant 1 mois, ils ont arrêté le protoxyde d'azote et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire autrement et que finalement, donc, ils n'ont pas repris. C'est pareil, alors pour les gaz anesthésiants, moi je ne suis pas du tout anesthésiste, donc je ne sais absolument pas s'il y a un avantage à utiliser le desflurane par rapport au sévoflurane. Je sais qu'il y a des indications différentes, mais voilà, je ne vais pas, parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais par contre, il faut garder en tête que l'impact réchauffant du desflurane est 20 fois supérieur à celui du sévoflurane. Donc, c'est aussi quelque chose peut-être à aborder dans une concertation pluridisciplinaire pour voir s'il est possible de substituer l'un par l'autre. On a beaucoup parlé donc des médicaments. Il y a aussi les dispositifs médicaux. Donc ça, c'est une méta-analyse qui est sortie dans le Lancet en 2023, qui reprend plein d'études sur plein de dispositifs médicaux différents. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, presque systématiquement, le dispositif jetable est plus consommateur que le réutilisable. Il y aura des cas où ce ne sera pas vrai. Il y aura toujours une étude pour dire dans tel cas, le laryngoscope, machin truc, il est mieux en jetable qu'en réutilisable. Mais en fait, c'est marginal. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans vraiment la grande majorité des cas, tout ce qui est réutilisable est moins émissif en gaz à effet de serre. Et
Donc le CHU de Nîmes l'a testé. Ils sont passés à des laryngoscopes réutilisables et ils ont non seulement économisé 26 tonnes de CO2 équivalent par an, mais ils ont aussi diminué la consommation d'eau, la toxicité humaine, les surfaces de terre occupées, etc. En fait, ça agit aussi sur d'autres facteurs environnementaux que le carbone. Donc le réutilisable est dans tous les cas une bonne option quand c'est possible. Voilà, donc j'espère que cette conférence vous a plu et vous a convaincu surtout à agir. Rapidement, donc quelques take-home messages. On a vu que le changement climatique va avoir un impact sur la santé, donc c'est notre rôle de soignant de s'informer de ces impacts et de les prendre en compte. On sait aussi que notre mode de vie et notre système de santé impactent quant à eux le climat. Donc c'est aussi notre responsabilité de citoyens de s'engager dans une démarche qui ferait que notre système soit moins consommateur et plus soutenable. Et surtout, j'espère qu'on a fait passer le message qu'il ne s'agit pas seulement de diminuer notre impact sur le climat, mais aussi de s'adapter pour pouvoir soigner demain. Donc s'adapter aux futures maladies, aux futurs dégâts causés par le changement climatique qui pourraient impacter le fonctionnement de notre système de santé et être quand même capable de proposer des soins de qualité. Et à ce sujet, justement, les shifters organisent un congrès scientifique sur l'adaptation. Donc, on ne va pas vraiment parler d'empreinte carbone ou à la marge. Là, on va surtout parler de la santé en 2050, quelles sont les futures maladies, comment on réagit face aux crises. Et voilà, beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on soigne demain dans un monde qui sera probablement plus contraint. On aura aussi des conférences sur l'éthique, etc. Donc, n'hésitez surtout pas, vous pouvez flasher le QR code, ça vous envoie sur le site du congrès. Inscrivez-vous, soumettez des abstracts. On a pour l'instant assez peu d'abstracts, donc motivez vos internes à soumettre leurs travaux. Il y a quand même de grandes chances qu'ils soient acceptés. Donc, et voilà, c'est le 29 juin, donc c'est un samedi, et c'est à Paris. Et voilà aussi pour nous rejoindre, nous suivre sur les réseaux sociaux, suivre les actions des shifters santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis si vous avez des questions, du coup, on a quelques, je crois qu'on a une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour y répondre. Donc, et puis on peut revenir sur des slides s'il y en a qui vous posent des questions aussi. Oui, j'ai une question. Oui. Vous parliez tout à l'heure de ce qui était plus facile à faire bouger que d'autres choses. Vous disiez que redéfinir un petit peu les pratiques, tout ça, c'était un des gros leviers pour décarboner la santé, enfin impacter moins, et puis que tout ce qui était un peu technique, je dirais, améliorer l'isolation des bâtiments, l'efficacité énergétique, c'était plus simple. Alors moi, je voulais faire une remarque, c'est pas tellement une question, c'est dire que pour rénover un bâtiment, en général, c'est au moment où il commence à avoir vraiment besoin d'une grosse rénovation qu'on le fait et que c'est des coûts énormes. Et la remarque que je voulais faire, c'est changer les pratiques. C'est pas que ça va rien coûter, mais ça va coûter beaucoup moins cher que de rénover un bâtiment. Et je pense que, à l'analyse un petit peu du travail que j'ai pu faire, comme je suis conseiller en transition, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'humain et que c'est avant tout ça qu'il faut travailler et ça nous aidera à bien moins impacter. De toute manière, d'après vos graphiques, ce que montre le Shift, c'est que c'est vraiment médicaments et dispositifs médicaux qui impactent très fortement et qu'on a besoin de re-questionner nos pratiques, tout simplement, et nos comportements derrière tout ça. Voilà. Tout à fait. Nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est justement montrer le côté plutôt technique et le côté plus structurel. On a construit notre système de santé d'une certaine manière, on a construit notre médecine d'une certaine manière, et c'est ça qui doit évoluer. Donc c'est ça, quand on dit que c'est plus compliqué, c'est que c'est un peu plus profond. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a besoin d'échanger. Et c'est vrai que derrière, ça coûte un peu moins cher que de refaire un bâtiment, mais ça demande que tout le monde soit autour de la table et de pouvoir discuter du sujet, en fait. C'est pas vraiment le même travail, mais c'est vraiment un des messages importants qu'on veut faire passer.
Mais c'est vrai que même dans la société, après c'est peut-être une lecture un peu personnelle, hein, mais on est souvent assez tenté par les solutions techniques. Isoler un bâtiment, faire voler des avions à hydrogène, et on a du mal à questionner nos modes de vie. À dire, mais en fait, est-ce qu'il faut vraiment que je prenne l'avion pour rester dans cet exemple? Donc c'est ça qui est difficile à faire, c'est qu'à la fois il y aura des solutions technologiques et à la fois il y aura aussi des solutions plus sociétales, humaines, quoi. Et il faut vraiment faire les deux. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, elle était très très intéressante. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu l'évolution que vous attendez, c'est-à-dire que dans les pratiques, est-ce que c'est simplement changer de médicaments? Parce que moi je suis directeur d'hôpital, donc je ne suis pas dans les services. Ou est-ce que qu'est-ce que ça veut dire plus profondément, changer ses pratiques pour un soignant, que ce soit un médecin ou une infirmière, une aide-soignante dans un service de soins? Je pense que ça, c'est une question très compliquée à laquelle peu de monde a vraiment la réponse. Je pense que, enfin, ce qu'il faut, c'est d'abord essayer d'analyser nos pratiques, de voir de quoi on peut se passer, et comment on peut se réorganiser. Ce qui est sûr, c'est que le système le système de santé tel qu'il est construit aujourd'hui, il est très axé sur les soins. Il va forcément falloir passer à un système qui est plus orienté vers la prévention. Alors ça, est-ce que c'est en réorganisant les interactions ville-hôpital, est-ce que c'est en intégrant d'autres professionnels qui aujourd'hui ont peu de place dans le système de santé? C'est une question qui est très ouverte et à laquelle on n'a pas la réponse. Sur ce qui est des médicaments, voilà, faut essayer d'analyser les médicaments. En gros, il y a les médicaments dont on peut se passer, enfin qui sont prescrits, on va dire, un petit peu par facilité et qu'on peut facilement diminuer. Et après, il y a tout ce qui doit rester prescrit, tout ce qui est indispensable. Et ça, faut essayer pour le même service, essayer que ça ait moins d'impact. Donc, après, ça va passer par le fait que les entreprises du médicament doivent faire aussi leur ACV, enfin leur bilan carbone. Et aujourd'hui, c'est pas fait. Aujourd'hui, on travaille avec des facteurs d'émission qui sont très imprécis. Mais ça veut dire qu'on doit connaître l'impact de ces différents traitements. Très probablement, il va falloir qu'on relocalise la production de certaines molécules. Enfin voilà, ça va être tout un ensemble de mesures comme ça. Et puis, pour compléter, effectivement, à l'échelle de l'hôpital, c'est aussi faire le point sur les pratiques, c'est-à-dire observer comment on fonctionne actuellement dans notre service, voir les médicaments qu'on va peut-être utiliser beaucoup ou facilement, les dispositifs médicaux, pareil, qu'on va utiliser facilement. Peut-être qu'on peut revoir la quantité de matériel qu'on utilise, la qualité, peut-être avoir effectivement du réutilisable qui va durer plus longtemps. Et à un moment ou un autre, il va aussi falloir qu'il y ait une réflexion autour de la médecine et de la manière de soigner. Et ça inclut, comme l'a dit Bérénice, la prévention. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre autour de la table et faire le point sur comment on fonctionne de manière pluridisciplinaire et observer les points qui ont un impact, ceux qui ont le plus d'impact. Est-ce que celui-là, je vais plutôt le supprimer? Je peux supprimer complètement cet impact. Est-ce que je peux plutôt le changer et avoir quelque chose qui va avoir un petit peu moins d'impact à la place? Mais ça, c'est assez difficile à dire puisque nous, on vous a donné la vision générale du système de santé. Après, ça va être un peu du cas par cas en fonction en fonction de l'établissement, en fonction de vos approvisionnements. Ça va aussi être où est-ce que vous achetez, en quelle quantité, etc. Donc, c'est une réflexion qui est assez large et ça, c'est le gros travail qui va nous occuper, je pense, pendant quelques années, si ce n'est quelques décennies. Alors, si je peux me permettre d'apporter un témoignage, moi je suis médecin en réanimation médicale à l'hôpital d'Orléans. Et quand on a fait le bilan carbone de notre unité de soins avec Laurent Boulin, on a commencé notamment par un listing de l'ensemble de nos consommations en médicaments et en dispositifs médicaux. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps parce que nous, on est une unité qui consomme abusivement et sans aucune arrière-pensée. On s'est assis autour d'une table et puis on a tout passé un à un avec la pharmacienne, le docteur Lefrançois. Et on est resté comme ça très longtemps et on a évalué en fait une sorte de stockage
très très important qu'on ignorait, hein, sincèrement. Pourtant, moi, je travaille dans ce service depuis 2008, donc je pensais avoir quand même un peu de connaissance sur ce qu'il y avait dans cette unité de soins. Un stockage majeur, des choses que l'on n'utilise jamais, mais qu'on continue de commander et de stocker, parce qu'on en utilise peut-être 2 dans le mois, c'est important. Donc à partir de cela, quand on a vu tout ça, on a travaillé avec des groupes d'infirmières et on a réévalué tous nos, enfin pas tous, parce que pour l'instant on en est loin, mais on a réévalué en fait des priorités pour retravailler tous nos protocoles de soins. Et notamment, il y a un gros travail sur un groupe pansement, plaie, cicatrisation. Et là, on a diminué drastiquement notre stockage et notre consommation de médicaments. On avait, en fait, globalement, on peut donner un exemple. Pour des pansements, on avait la taille XXL, on avait la taille XL, on avait la taille S, la taille M, et puis sûrement 2-3 doublons dans des marques différentes. Et donc tout ça, on a pris grande taille, petite taille, et le reste, ce sera du découpage entre les deux. Donc la pharmacie est très contente de cette situation-là, parce qu'elle, ça va lui diminuer aussi de manière importante ses commandes, ce genre de choses. Donc ça a été un premier travail. Et puis on a fait la même chose sur les médicaments et on s'est aperçu, par exemple, le relais Peros IV. Alors ça, c'est magistral, hein. Bon, il y a le paracétamol, ça semblait assez bien connu. Chez nous, il y a le Diamox. Le Diamox, on l'utilise en IV alors qu'on peut très bien le mettre Peros. Et sur le plan financier, on a une diminution drastique des coûts, hein, en utilisant le Peros. Voilà. Ah bah, super. Bravo. Vous avez tout dit. Sur le même type d'intervention, est-ce que vous travaillez dans votre plan d'action avec toute la partie en amont, c'est-à-dire les facultés de médecine, les IFSI, les doyens, parce que est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer aussi les programmes de formation pour inclure plus de développement durable? Oui, c'est le cas. Déjà, il y a un programme de formation sur les enjeux climat-santé qui a été introduit en médecine et à ma connaissance aussi dans les facultés de pharmacie. Après, effectivement, comme vous dites, c'est un enjeu de taille et il faut former les professionnels, ceux qui sont en activité et ceux qui sont encore en formation. Donc, oui, parce que c'est ce qu'on a dit, il y a des choses qui sont structurelles, où là, effectivement, ça va être des acteurs plutôt aussi tournés autour de l'administratif, de la logistique du secteur de manière générale. Et il y a des points qui sont aussi plutôt au niveau de la médecine et des pratiques, donc c'est aussi les sociétés savantes. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on prône, c'est-à-dire que la solution, elle ne va pas se trouver tout seul dans son coin, puisque finalement, on est dépendant de systèmes de manière générale, on est dépendant de nos approvisionnements, d'où est-ce que viennent nos médicaments. Est-ce que si j'ai besoin d'un seul médicament qui est produit à un seul endroit sur la planète, je ne vais pas forcément avoir le choix. Donc, c'est des questions qui sont très larges et c'est un gros chantier qu'on commence. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de concertation entre les acteurs, même les pouvoirs publics sur le sujet, pour justement avoir un changement qui va être structurel et qui va nous permettre de tenir dans le temps et en fait de réussir à changer, puisqu'on a forcément à un moment ou à un autre des blocages. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent sur le sujet aujourd'hui identifient plutôt bien les blocages qu'on peut avoir. Une question supplémentaire. Merci tout d'abord pour votre présentation très riche. J'avais une question concernant les changements de pratique. Si on veut changer de pratique dans le monde hospitalier, quel peut être et quel doit être le rôle de l'administration générale et de la direction? Comment la direction et l'administration générale peuvent accompagner ces changements dans les pratiques? C'est un peu ce que j'expliquais sur les niveaux entre le côté plus de logistique et le niveau plus de médecine. L'administration, c'est aussi accompagner au niveau des achats, pouvoir analyser ce qu'on va acheter, pouvoir le comparer, pouvoir aussi proposer avoir des marchés qui soient aussi ciblés sur ce que les praticiens vont aussi demander. C'est un rôle de soutien et c'est un rôle d'acteur aussi, actif vraiment sur le sujet. Je pense que c'est vraiment une discussion entre les deux qui est importante pour pouvoir faire évoluer les pratiques.
Et en fait, les praticiens peuvent avoir envie de changer leur pratique, mais s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un dispositif médical qui a moins d'impact, ça va aussi être compliqué. Donc je pense que c'est vraiment une coordination entre les deux. Le premier point, c'est de connaître notre impact. Si notre impact, il est à peut-être, vous avez beaucoup d'hospitalisation et un gros impact sur l'alimentation, c'est faire parler les diététiciens avec les approvisionnements et puis voir ce qu'on peut avoir comme alimentation pour diminuer l'impact de ce poste. Mais en fait, on part, nous, c'est la méthodologie qu'on préconise, hein, c'est partir du constat de l'impact et des bons ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'on va agir en premier sur les postes les plus importants. Et on le fait en concertation. C'est vraiment quelque chose qu'on prône, d'avoir vraiment cette discussion entre le côté logistique, puisque finalement, on est au courant des freins qu'on va avoir dans notre activité. Voilà, si je sais où je vais avoir une difficulté, mais peut-être qu'un autre acteur de l'hôpital, que ce soit les achats, que ce soit peut-être même les ressources humaines, hein, quand on parle des transports aussi, peuvent m'aider à débloquer ce point et justement à avancer dans l'évolution des pratiques. Alors, moi, je voulais rebondir un petit peu sur la question précédente, c'est comment les directions s'impliquent. Alors, c'est une remarque, ce n'est pas une question. C'était pour dire qu'à l'heure actuelle, on a un vrai problème de gouvernance pour faire avancer ces sujets-là et que c'est très disparate, je dirais, sur le territoire. Il y a des établissements, le directeur est très, très sensible à ces sujets-là, donc il met en place déjà une direction RSE, un comité développement durable, quelque chose d'étoffé. Et puis d'autres où ça pêche un peu. Moi, je pense que ce qui manque, c'est ça, c'est d'une part à la tête une gouvernance et une forte volonté, et il y a aussi l'hôpital, c'est compliqué, hein, avec des hiérarchies différentes, et il y a la CME qu'il faudrait faire rentrer dans le bal, je dirais, CME, commission médicale d'établissement, et où ça manque aussi, quoi. Ça manque de discussion, de liens. Il y a les soignants, souvent, à la base, il y en a beaucoup qui sont sensibles et qui voient bien le gâchis, qui voient bien ce qu'on génère comme déchets, ainsi de suite, et qui ont envie de faire avancer les sujets, mais ils sont un petit peu isolés, tous ces gens-là. Et tant qu'il n'y a pas une structuration, je dirais, de la démarche forte, et je dirais intégrée à tous les étages, le développement durable, ça concerne toutes nos actions. Et donc, c'est ça qui manque pour moi à l'heure actuelle. Alors, il y a un directeur, il y a 2 directeurs d'hôpitaux dans l'assistance. J'espère qu'ils entendent le message. Et j'espère qu'on en a. Merci en tout cas. Après, je pense que c'est... Oui, pardon. Je pense que c'est aussi un enjeu de monter en compétences. Enfin, moi, personnellement, je ne connais personne qui a lu le rapport du GIEC et qui ne considère pas le changement climatique comme une priorité. Donc, je pense que c'est vraiment à partir du moment où on a compris le problème que là, on peut vraiment agir, et c'est peut-être ça qui fait encore un peu défaut aujourd'hui. Ouais, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que vous pouvez passer nos contacts si jamais il y a d'autres questions, si vous voulez qu'on refasse une conférence, ou voilà, si vous voulez échanger sur le sujet, ou même nous rejoindre, hein, le groupe santé des shifters est ouvert, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on reste disponible. Et on vous attend le 29 juin à Paris. Pour le congrès santé. Oui. Excusez-moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste pour enrichir. Au niveau des shifters, il y a aussi un groupe de shifters local qui s'est créé autour d'Orléans. Donc, si des personnes veulent y participer, en allant sur le shift, on voit ce groupe local. Alors, ce n'est pas forcément que des actions sur la santé, il y a des actions sur beaucoup d'autres choses. Mais j'en profite de faire un peu de la pub sur les shifters. Voilà. Super. On est la division santé du groupe local aussi sur l'Île-de-France, mais il y a des shifters partout. Il y en a partout, on est partout en France. Effectivement, vous avez des divisions locales, n'hésitez pas. Alors, moi, c'est plus une sollicitation. Je suis Agnès Hubert-Joanneau, je représente la FHF. Nous allons organiser un congrès, notre congrès régional le 5 novembre prochain sur le thème du développement durable. Monsieur Boulin, ici présent, fait partie du comité d'organisation. Le programme est en cours d'élaboration. Mais je rebondis sur votre proposition. Il est fort probable qu'on vous sollicite à l'occasion de ce congrès du 5 novembre prochain. Voilà. N'hésitez pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Et puis voilà, nous, c'est des formats qu'on peut aussi adapter. Hein.
On fait des formats plus longs hein, pour ceux qui veulent en savoir encore plus. Et puis en présentiel, c'est encore beaucoup mieux. Oui, justement, s'il y a des shifters à Orléans, il faut former des gens pour faire la conf sur place. Voilà, là, on a eu contrainte un peu de calendrier. En tout cas, merci parce que je sais que c'est du bénévolat et je tiens à le souligner. Et je vous en remercie fortement pour contribuer à la sensibilisation générale du secteur de la santé. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Voilà. Au plaisir. Dans le timing, merci. On a tenu 1 heure. Enfin, c'était pas le but de tenir, c'était de pouvoir échanger. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, j'espère. Et bon vent. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir.